Bonjour, on va voir dans cette partie la structure et l'ultrastructure du muscle squelettique strié. On a vu dans la dernière partie c'est quoi la contraction cellulaire et les phénomènes accompagnants. Là, on va voir la structure et l'ultrastructure d'un muscle squelettique strié. Prenons cet exemple, c'est un muscle squelettique, mesure environ 20 cm de longueur et 4 cm de largeur. Le muscle est constitué par des myofibrilles, mesure environ 7 cm. Il est constitué par des faisceaux musculaires, Chaque faisceau est constitué par des fibres qui mesurent 120 micromètres, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 6. Donc, chaque fibre est constituée par un noyau, la membrane cytoplasmique appelée la membrane sacroplasmique et le cytoplasme appelé le sacroplasme. Donc là, si vous remarquez, il y a les éléments essentiels d'une cellule. C'est pour ça qu'on peut dire une cellule musculaire ou bien une fibre musculaire. Donc, chaque fibre musculaire contient des myofibrilles, comme vous voyez ici. Donc, ce sont des myofibrilles. Le sacromère, c'est l'unité de base de contraction musculaire. On va voir plus de détails sur le sacromère après. Donc, ici, c'est une photo réelle de myofibrilles au niveau du muscle squelettique strié. Donc, si vous remarquez, vous trouvez que le myofibrille est constitué des zones sombres et des zones claires, c'est-à-dire par des successions des zones claires et des zones sombres. Ici donc, il y a deux zones claires entrecoupées par une zone sombre appelée strisette ou bien une ligne appelée strisette. Ici, si vous voyez, il y a deux zones sombres, entrecoupées par une zone plus ou moins claire, appelée zone H. Donc, pour plus de détails, ici, il y a le sacromère. Ici, donc, limité par deux strisettes. Ici, il y a deux molécules de myosine et d'actine. Donc, les myofibrilles sont constituées par deux protéines, myosine et actine. Myosine, ici à l'intérieur, constituée par des filaments plus ou moins épais, et actine, ici à l'extérieur, constituée par des filaments plus ou moins fins. Donc, si vous voyez, la zone claire, c'est cette zone où on trouve uniquement l'actine. Et la zone sombre, c'est la zone ici où on trouve l'actine et myosine. Donc là, on va voir les constituants de l'actine et les myosines. Donc, l'actine. Et ici, il est constitué par une protéine principale appelée l'actine G, entourée par une protéine appelée tropomyosine et une protéine appelée troponine. Donc, il y a la protéine G, tropomyosine et troponine. Pour la myosine, elle est constituée par des bâtonnets et des têtes de myosine. Je répète, donc un muscle squelettique, il est constitué par des faisceaux squelettiques, faisceaux musculaires. Chaque faisceau est constitué par un fibre musculaire et chaque fibre musculaire est constituée par des myofilaments et chaque myofilament est constitué par des myosines et d'actine. Donc, myosine, elle est constituée par la protéine G, principale G, la tropomyosine et troponine. Et pour l'actine, elle est constituée par des bâtonnets et pour le myosine, elle est constituée par des bâtonnets et des têtes de myosine. Donc là, on va voir les mécanismes de contraction cellulaire, c'est-à-dire comment ça se fait la contraction musculaire. Comment ça se fait la contraction musculaire. Donc, le rapprochement des filaments d'actine et de myosine se fait par plusieurs étapes, c'est-à-dire la contraction se fait par plusieurs étapes parce que la contraction
c'est le rapprochement de filaments d'actine et de myosine. Donc, ici, on va voir les différentes étapes de contraction musculaire ou de rapprochement des filaments d'actine et de myosine. Donc, la première étape, c'est l'intervention de calcium. Comment? On va voir tout de suite. Donc, une fois on a la stimulation, le réticulum sarcoplasmique va libérer du calcium. Donc, le réticulum sarcoplasmique contient comme des sacs qui sont riches en calcium. Une fois on a la stimulation, on aura la libération du calcium. Donc, le calcium libéré va se fixer sur le troponine. Donc, comme vous voyez ici, il va se fixer sur troponine. Donc, après la fixation du calcium sur le troponine, on aura le mouvement de la tropomyosine qui va permettre d'afficher des sites de fixation. Donc, si vous voyez, en jaune, ça sont des sites de fixation. Après, donc, voilà les sites de fixation. Après, on aura la fixation de la tête de myosine sur les sites de fixation, comme vous voyez ici. Donc ça, c'est l'intervention du calcium. Je répète, dès qu'on a une stimulation musculaire, le réticulum endoplasmique va libérer le calcium. Le calcium va se fixer sur le troponine. Cette fixation va permettre le mouvement de tropomyosine qui va permettre plutôt d'afficher les sites de fixation. Et une fois on a l'affichage des sites de fixation, on aura la fixation de la tête de myosine sur les sites de fixation. Maintenant, on va voir l'intervention de l'ATP. Donc, on a dit que la tête de myosine contient de l'ADP et PI. Donc, l'étape suivante, c'est la libération de l'ADP-PI et le tournement de tête de myosine vers le centre de sarcomère. Donc là, les têtes ici vont tourner vers la droite et les autres vers la gauche pour rapprocher le défilaments d'actine et de myosine. Donc, on aura un rapprochement des filaments d'actine et de myosine. Et là, on aura un raccourcissement de sarcomère. On aura le raccourcissement de sarcomère. Donc là, vous voyez le rapprochement des têtes de myosine pour pouvoir contracter le muscle. Donc après, pour le retour de la tête de myosine à son état initial, on aura besoin de l'ATP. Ça, c'est l'intervention de l'ATP. C'est la fixation de l'ATP sur la tête de myosine qui va permettre le retour de tête de myosine vers la position initiale. Donc, c'est l'hydrolyse de l'ATP qui a permis le retour de tête de myosine. Donc, et la boucle se répète tant que le calcium va se fixer sur le troponine. Donc, à chaque fois qu'on aura la fixation du calcium sur le troponine, on aura le cycle qui se répète ou la boucle qui se répète. C'est-à-dire qu'on aura la fixation des têtes de myosine sur les sites de fixation et on aura la libération de l'ATP et PI et on a la fixation de l'ATP pour le relâchement ou pour le retour de la tête de myosine à sa position initiale.
Donc, je récapitule les différentes étapes de contraction musculaire ou de rapprochement des actines et des myosines. Donc, la première étape, c'est la libération du CA2+ depuis le réticulum endoplasmique. Après, on a la fixation de CA2+ sur le troponine et la libération des sites de fixation de l'actine et des myosines, comme on a vu. Et après, donc, c'est la fixation des têtes de myosine sur les filaments d'actine. Et par la suite, la libération de PI puis l'ADP et tournement des têtes de myosine vers le centre de sacromère. Donc, bien sûr, pour avoir le raccourcissement de sacromère. Après, donc, c'est la fixation de l'ATP sur la tête de myosine et dissociation du complexe actomyosine. Donc, c'est la fixation qui va permettre la dissociation de la tête de myosine. Et l'hydrolyse de l'ATP qui va permettre le retour des têtes de myosine à leur position initiale. Donc, après, comme on a dit, la répétition à chaque fois qu'on a le calcium qui va se fixer sur le troponine, on aura donc la contraction musculaire. Maintenant, on va voir la dernière partie de cette unité, c'est le renouvellement de l'ATP au niveau de la cellule musculaire. On a dit dans la partie précédente que la molécule d'ATP permet le retour de la tête de myosine vers leur position initiale. Donc, les molécules d'ATP sont utilisées dans la contraction musculaire. Donc, d'où viennent ces molécules d'ATP utilisées dans la contraction musculaire? C'est ce qu'on va voir dans cette partie. Donc, les ATP utilisés dans la contraction musculaire proviennent de la respiration. On a vu dans la première partie de cette unité, dans la respiration, on a vu qu'on a la production de 38 ATP. Donc, ces 38 ATP seront utilisés dans la contraction cellulaire. Il y a aussi la fermentation. On a vu aussi qu'on a 2 ATP produites au cours de la fermentation. Et là, il y a une autre voie appelée la phosphocréatine. Ici donc, la phosphocréatine, c'est tout simplement l'utilisation d'une molécule de créatine phosphate avec une molécule d'ATP pour former l'ATP. Cet ATP sera utilisé pendant la contraction musculaire. Donc là, on a 2 voies anaérobie et la respiration comme voie aérobie. Donc, voie aérobie à l'intérieur du mitochondrie. Et c'est donc dans le hyaloplasme, il y a la fermentation et la phosphocréatine. Mais maintenant, on va savoir dans quel cas on va utiliser la respiration et dans quel cas on va utiliser la fermentation et dans quel cas on va utiliser la phosphocréatine. Est-ce qu'on utilise les 3 voies simultanément? On utilise les trois voies de la même façon et donc il y a plusieurs questions à savoir. On va répondre à ces questions tout de suite. Donc là, on a un stock d'ATP. Lors de la contraction musculaire, on utilise de l'ATP pour que le muscle puisse se contracter. Mais avec l'utilisation de ce stock, la quantité d'ATP va se diminuer. Si on n'a pas le renouvellement de l'ATP, la contraction va s'arrêter, le stock va s'épuiser et bien sûr la contraction va s'arrêter. Heureusement qu'il y a la respiration et donc la production, à chaque fois on respire, on a la production de l'ATP, ce qui va renouveler de l'ATP utilisé. C'est la situation quotidienne lorsqu'on fait un mouvement. Donc, la contraction avec la respiration, on a le renouvellement de l'ATP. Mais lorsqu'on exerce une activité, l'intensité de la contraction musculaire augmente, ce qui fait que l'utilisation de l'ATP va augmenter.
et donc la quantité de l'ATP va s'épuiser. Dans ce cas, la consommation sera plus importante que la production ou le renouvellement. Donc là, on a le recours à d'autres sources de l'ATP. Ici, donc, on a le stock créatine phosphate qui va aider la respiration pour le renouvellement de l'ATP. Donc, la respiration s'adapte avec la contraction musculaire, mais après une longue durée. C'est-à-dire que lors de l'intensité de contraction augmente, la respiration augmente, mais ne répond pas immédiatement. Alors que l'ATP est épuisé. Donc, on attend l'adaptation de la respiration, on a le recours à d'autres voies. On a parlé de stock de créatine phosphate, mais ce stock s'épuise en 1 minute. Elle est faible, donc on ne peut pas baser seulement sur la créatine phosphate. Et on a donc le recours à la fermentation lactique. Tout ça en attendant l'adaptation de la respiration. Dès que la respiration est activée, la créatine phosphate, la fermentation vont s'arrêter. Donc là, cette courbe mesure l'intensité de la contraction musculaire en fonction du temps. Elle explique exactement qu'est-ce qui se passe. Donc là, au début, donc on a l'intervention de la créatine phosphate après un exercice musculaire effectué. Donc, comme on a vu, c'est rapide. Après, donc, il y a l'intervention de la fermentation lactique qui va supporter le manque de l'ATP en attendant l'adaptation de la respiration à cet exercice effectué. Donc, une fois la respiration est activée, on n'aura plus de fermentation et de la phosphocréatine. Donc ici, comme vous voyez, la respiration va être activée d'une façon croissante. Lorsque la respiration atteint un niveau de production de l'ATP suffisante, on va s'arrêter bien sûr la production de créatine phosphate et de la fermentation. Donc là, la respiration va nous permettre de produire la même quantité d'ATP qu'on a consommé. On n'aura donc plus besoin de la phosphocréatine et de la fermentation lactique. Mais si le travail musculaire continue très longtemps, l'ATP de la respiration sera insuffisante pour se renouveler. Même si on augmente la respiration, on atteint des périodes où la respiration ne peut pas renouveler l'ATP. Là, c'est la fermentation à de retour, mais cette fois-ci, la fermentation va produire de l'acide lactique. Donc, et l'acide lactique va produire la fatigue musculaire. Donc, lorsque l'activité cellulaire est très longue, la respiration n'est plus suffisante, la fermentation lactique va de retour et va libérer l'acide lactique qui va produire la fatigue musculaire. Donc là, ici, les muscles vont cesser de contracter en manque de l'ATP. Comme ça, on a terminé avec cette unité. On a vu dans cette partie la structure du muscle squelettique strié et on a vu les mécanismes de contraction, c'est-à-dire comment ça se fait la contraction, et on a vu comment ça se fait le renouvellement de l'ATP utilisé lors de la contraction musculaire. Dans la prochaine vidéo, on va voir les différentes questions posées dans la première unité. On va essayer de répondre à toutes les questions qu'on peut trouver dans la première unité. C'est l'unité de la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Merci pour votre attention.